Texas, le 19 mai 1836, Fort Parker. Une jeune femme de 17 ans assiste, impuissante, à la chute de son beau-père, abattu d'un coup de massue de guerre. Sa belle-mère est poignardée et laissée pour morte, se vidant de son sang dans la poussière. Avant même qu'un cri ne puisse franchir ses lèvres, des guerriers la saisissent et la jettent violemment sur un cheval. Elle est enceinte de 6 mois. Son nom est Rachel Plummer. Et pendant les 21 mois qui vont suivre, elle va endurer des épreuves si atroces que même des années plus tard, dans la sécurité du foyer de son père, elle refusera de les décrire entièrement dans ses mémoires. Elle écrivit seulement ceci. Entreprendre de raconter leur traitement ne ferait que ajouter à ma détresse actuelle, car c'est avec des sentiments de la plus profonde mortification que j'y pense, et encore moins que j'en parle ou que j'écris à ce sujet. Rachel Plummer était l'une parmi des milliers d'autres. Au cours des années 1800, les tribus autochtones du sud-ouest américain capturèrent des centaines de femmes dans les colonies frontalières. Certaines furent rachetées par leurs familles après des mois, voire des années de pénibles négociations. Quelques-unes parvinrent à s'échapper, profitant de moments de chaos pour marcher des centaines de kilomètres et retrouver la civilisation. La plupart ne furent jamais revues, et celles qui revinrent portaient en elles des récits qui les entraient jusqu'à leur dernier souffle. Des histoires qu'elles pouvaient à peine se résoudre à raconter. Des histoires si terribles que les journaux du 19e siècle, qui imprimaient pourtant sans sourciller les détails les plus macabres des pendaisons publiques, refusaient parfois de les publier dans leur intégralité. Ceci n'est pas une légende de la frontière. Ce sont des récits documentés, des témoignages livrés sous serment devant les tribunaux, des mémoires publiées par les survivantes elles-mêmes et vendues à des milliers de lecteurs, qui voulaient savoir ce qui se passait réellement là-bas, au cœur des terres sauvages. Je suis l'Europe sombre, et ici, nous ne détournons pas le regard. Si vous croyez que ces histoires méritent d'être racontées, soutenez cette chaîne avec un j'aime et un abonnement, car ce qui va suivre, votre professeur ne vous l'a jamais mentionné. Alors, commençons par là où tout commençait toujours. Les raids suivaient un schéma immuable. Les guerriers attaquaient à l'aube ou au crépuscule, lorsque la visibilité était médiocre et les familles au comble de leur vulnérabilité. Les fermes isolées constituaient les cibles les plus faciles. Des familles vivant à des kilomètres de leurs plus proches voisins, sans personne pour entendre leurs hurlements. Les hommes du foyer mouraient les premiers. Mari, père, frère, fils assez âgés pour tenir un fusil, ils étaient généralement éliminés en quelques minutes. Il n'y avait aucune négociation, aucun avertissement, aucune pitié, juste une efficacité glaçante. Ensuite, la sélection commençait. Les femmes en âge de procréer étaient les plus précieuses. Elles pouvaient travailler, elles pouvaient être échangées à d'autres tribus ou vendues à des commerçants mexicains qui géraient des marchés aux esclaves dans les territoires du Nord. Elles pouvaient devenir des épouses et porter des enfants qui grandiraient comme des membres à part entière de la tribu. Les jeunes filles de moins de 10 ans étaient également très prisées, car elles pouvaient être élevées au sein de la tribu et finir par oublier complètement leur vie d'avant. Avec assez de temps, elles parleraient la langue, suivraient les coutumes, et ne se souviendraient plus de rien de ce qu'elles avaient été. Les personnes âgées étaient tuées sur le champ. Elles ne pouvaient ni travailler, ni enfanter. Elles ne feraient que ralentir le groupe de pillards durant le long voyage de retour au camp. Le sort des nourrissons était le même. Les pleurs d'un bébé pouvaient alerter d'éventuels poursuivants sur la position du groupe. C'était un passif que les guerriers ne pouvaient tout simplement pas se permettre. Le processus de sélection était impitoyable, pragmatique, dénué de toute émotion. Olive Oatman avait 14 ans lorsque des guerriers attaquèrent sa famille près de la rivière Ella, en Arizona, en février 1851. Sa famille voyageait vers l'ouest avec un groupe de colons, mais des désaccords sur l'itinéraire les avaient laissés isolés et seuls. Les Oatman continuèrent leur route par eux-mêmes, convaincus qu'ils n'étaient qu'à quelques jours de la sécurité. Ils avaient tort. Olive vit son père être battu à mort à coups de massue, sa mère tuée à ses côtés, sa sœur aînée, son petit frère. 4 de ses frères et sœurs assassinés en quelques minutes, tandis qu'elle restait là, paralysée par la terreur. Lorsque le massacre cessa, seuls Olive et sa sœur de 7 ans, Marianne, étaient encore en vie. Les guerriers les entraînèrent de force dans le désert. Olive décrivit plus tard avoir marché pieds nus à travers cette nature sauvage une nuit entière, sur des rochers tranchants qui lui lacéraient les pieds, à travers des parcelles de cactus qui laissaient des dizaines d'épines plantées dans sa peau. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de repos. Chaque fois qu'elle trébuchait d'épuisement, elle était frappée à coups de massue. Chaque fois qu'elle ralentissait, elle était battue jusqu'à ce qu'elle accélère. Sa petite sœur marchait à ses côtés, saignant de ses propres blessures, trop terrifiée pour pleurer, trop épuisée pour parler. À l'aube, les pieds d'Olive étaient si déchirés et enflés que chaque pas était comme marcher sur du verre brisé. Mais elle continuait d'avancer, car s'arrêter signifiait mourir. Et ce n'était que la première nuit. Une fois que les captives atteignaient le camp tribal, leur nouvelle existence débutait immédiatement.
Elles n'étaient pas des invités en attente de secours, elles n'étaient pas des prisonnières attendant une rançon. Elles n'étaient plus des personnes, elles étaient devenues des biens. Les femmes étaient mises au travail dès le premier jour, avant que leur blessure ne guérisse, avant qu'elles n'aient eu un vrai repas, avant même d'avoir dormi. Ramasser du bois de chauffage, jusqu'à ce que leurs mains se fissurent et saignent. Porter de lourds récipients d'eau en argile sur des kilomètres sous le soleil brutal du désert. Gratter des peaux d'animaux jusqu'à ce que leurs doigts soient à vif. Creuser pour trouver des racines comestibles dans un sol dur et compact. Transporter des charges qui épuiseraient un homme adulte. Chaque tâche que personne d'autre ne voulait accomplir leur incombait. Chaque corvée trop subalterne ou trop épuisante pour les membres de la tribu devenait la leur. Elles mangeaient en dernier. Les restes, après que toute la tribu ait fini de manger. Voilà quel était leur repas. Si la chasse avait été mauvaise, il pouvait ne rien rester du tout. Elles s'endormaient le ventre vide et se réveillaient avant l'aube pour travailler encore. Rachel Plamer décrivit ainsi ses premiers mois parmi les Comanches. On me faisait travailler constamment, de la première lueur de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque je ne parvenais pas à accomplir mes tâches à leur satisfaction, j'étais battu avec des gourdins et des bâtons. Ma vie n'était que terreur, souffrance et misère constante. Les coups pleuvaient fréquemment et sans avertissement, pour avoir travaillé trop lentement, pour avoir montré de l'épuisement, pour avoir pleuré quand la douleur devenait insupportable, pour avoir parlé anglais à une autre captive. Parfois, sans aucune raison apparente que l'on puisse déterminer. Simplement parce qu'elles étaient là, simplement parce qu'elles étaient sans pouvoir, simplement parce qu'il n'y avait aucune conséquence. Olive Oatman passa une année entière comme esclave parmi les Yavapai, avant d'être vendue à la tribu des Moavais. Durant cette année, elle et sa petite sœur Marianne furent exploitées jusqu'à la limite de la mort, battues régulièrement, nourries des restes que personne ne voulait. Sans aucun abri contre le soleil brutal de l'Arizona ou les nuits glaciales du désert. Marianne n'avait que 7 ans. Son petit corps ne pouvait tout simplement pas supporter les mauvais traitements, la famine, le labeur incessant. Elle commença à dépérir, maigrissant de semaine en semaine, s'affaiblissant de jour en jour. Olive regardait sa petite sœur mourir à petit feu, voyait la lumière s'éteindre dans ses yeux, la voyait devenir l'ombre de l'enfant rieuse qu'elle avait été. Et il n'y avait absolument rien qu'elle puisse faire pour la sauver. Mais ce qui brisait véritablement ces femmes n'était pas le travail, ce n'était pas la faim. C'était ce qui arrivait lorsqu'elles désobéissaient, ou parfois, même lorsqu'elles n'avaient rien fait de mal du tout. Matilda Lockhart avait 13 ans lorsqu'elle fut capturée par les Comanches au Texas en 1838. Juste une enfant, la fille d'un fermier qui n'avait jamais fait de mal à personne. Elle passa 2 années atroces en captivité avant d'être rendue lors de négociations de paix à San Antonio en mars 1840. Lorsque les autorités texanes virent ce qu'on lui avait fait, elles purent à peine. Des hommes endurcis de la frontière, qui avaient vu la violence toute leur vie, restèrent figés dans un silence choqué. Une témoin nommée Mary Maverick, qui aida à laver et à habiller la jeune fille après sa libération, décrivit plus tard ce qu'elle vit dans son journal. Sa tête, ses bras et son visage étaient couverts de contusions et de plaies. Son nez avait été littéralement brûlé jusqu'à l'os. Toute l'extrémité charnue avait disparu, et une grande croûte s'était formée sur le bout de l'os. Les 2 narines étaient grandes ouvertes et dénudées de chair. Mathilda, capable à peine de parler plus fort qu'un murmure, expliqua comment c'était arrivé. Les femmes de la tribu avaient fait de son tourment un jeu. Elle la réveillait de son sommeil en pressant des bâtons brûlants sur son visage. Son nez était leur cible favorite. Nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois, ses hurlements de douleur les amusaient. L'odeur de sa chair brûlée les faisait rire. À la fin, il n'y avait tout simplement plus rien à brûler. Son corps entier était couvert de marques similaires. Des brûlures sur ses bras, son dos, ses jambes. Il existait des preuves d'une cruauté méthodique, une barbarie qui dépassait de loin la simple punition ou la discipline. C'était une plongée dans des ténèbres absolues, une perversion dont l'unique objectif était de faire souffrir, pour le simple plaisir de la douleur. Mary Maverick a écrit que Matilda était complètement avilie, incapable de jamais plus relever la tête. Matilda Lockhart ne s'est jamais remise de ce qu'on lui avait infligé, ni physiquement, ni mentalement, ni même spirituellement. 2 ans seulement après sa libération, elle s'est éteinte. Son corps, trop abîmé, ne pouvait plus continuer. Son esprit, si profondément anéanti, avait perdu toute envie de vivre. Elle avait 15 ans quand la mort l'a emportée. Et le feu, c'était un outil que les tribus connaissaient terriblement bien. Parfois, les captifs étaient cloués au sol et brûlés à petit feu. Les flammes étaient volontairement maintenues basses pour que l'agonie se prolonge durant des heures interminables. Ce sort était généralement réservé aux prisonniers masculins ou pour envoyer un message glacial aux ennemis.
Plus couramment, le feu servait de discipline quotidienne, du métal chauffé à blanc appliqué contre la peau, des charbons ardents placés sur les bras et les jambes, des tisons arrachés directement des feux de camp et pressés contre les visages pour réveiller les captifs ou les punir pour des offenses mineures. L'odeur de la chair calcinée devint une chose familière, attendue, une routine macabre. Mais l'utilisation la plus effroyable du feu fut une vengeance, née après le massacre de la Council House à San Antonio en mars 1840, où les autorités texanes avaient abattu plusieurs chefs comanches durant ce qui devait être une négociation de paix. En représailles, la tribu a déchaîné sa fureur sur des captifs qu'elle détenait encore. 13 prisonniers ont été cloués au sol. Des feux furent allumés tout autour d'eux. Des feux minuscules, des brasiers méticuleux, conçus pour infliger une souffrance maximale sur la plus longue durée possible. Le processus a duré des heures. La petite sœur de Mathilda Lockhart faisait partie de ce groupe. Elle n'avait que 6 ans. Quand une autre bande comanche arriva des semaines plus tard pour négocier la libération d'autres prisonniers, ils amenèrent avec eux un survivant, qui décrivit tout ce qui s'était passé, chaque détail, chaque hurlement. Le message était d'une clarté terrifiante. Trahissez-nous, et tous ceux que vous aimez souffriront d'une manière que votre esprit ne peut même pas concevoir. Réfléchissez un instant à cela. Des femmes qui n'avaient jamais fait de mal à personne. Des épouses de fermiers, des filles, des mères, des enfants, arrachés à tout ce qu'ils connaissaient, à tous ceux qu'ils aimaient, et soumis à des années de souffrance systématiques et calculées. Certains furent détenus des mois, d'autres des années, et quelques-uns des décennies entières. Qu'auriez-vous fait à leur place? Combien de temps auriez-vous pu survivre? Dites-le moi dans les commentaires. Il y avait une autre épreuve que les captifs devaient affronter, un rituel conçu pour les briser dès leur premier jour. On appelait cela le supplice des verges. Le captif était contraint de courir entre 2 longues rangées de guerriers armés de gourdins, de bâtons, de fouets et de tout autre objet pouvant infliger une douleur intense. Chaque personne dans ces rangées le frappait à son passage. L'objectif était d'une simplicité brutale, atteindre le bout du chemin en tenant encore debout. Ceux qui tombaient étaient battus jusqu'à ce qu'ils se relèvent. Ceux qui ne pouvaient se relever faisaient face à un sort bien pire encore. Ce supplice servait plusieurs buts. C'était un divertissement pour la tribu, une célébration de la raide. C'était une façon de briser l'esprit du captif immédiatement, pour leur graver dans la chair leur nouvelle place dans ce monde. Et c'était un test. Ceux qui montraient du courage, qui refusaient de crier, qui continuaient à courir peu importe le nombre de coups, gagnaient parfois un traitement légèrement meilleur par la suite. Ceux qui montraient la moindre faiblesse ne faisaient qu'inviter à plus d'abus, à plus de violence. Rachel Plummer a écrit avoir enduré ce supplice à plusieurs reprises durant ses 21 mois de captivité. Elle a appris rapidement, à travers une expérience brutale, que montrer sa douleur ne faisait qu'encourager plus de violence, que les pleurs ne faisaient qu'alourdir leurs coups. Il respectait la bravoure plus que tout, écrivit-elle des années plus tard. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Vers la fin de sa captivité, Rachel avait appris à se défendre. Quand l'une de ses geôlières l'a attaquée, elle a roué de coups la femme avec une telle férocité que les guerriers présents se sont mis à rire et à l'acclamer. Ils admiraient son esprit indomptable, son refus absolu d'être brisé. À partir de ce jour, son traitement s'est amélioré, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle le remarque. La plupart des captifs n'ont jamais découvert cela. Ils sont restés des victimes, s'affaiblissant chaque jour un peu plus, jusqu'à leur mort en captivité, ou jusqu'à être finalement rachetés par des familles qui peinaient à reconnaître les spectres qu'ils étaient devenus. Certaines femmes connaissaient un destin entièrement différent. Elles étaient prises comme épouses. Cela pourrait sembler un traitement de faveur. D'une certaine manière, ça l'était. Les épouses mangeaient avec la tribu au lieu de se contenter des restes, subissaient moins de violences physiques aléatoires, avaient une place définie dans l'ordre social, et avaient quelqu'un qui, à sa manière, se déclarait responsable d'elles. Mais elles n'avaient aucun choix en la matière. Absolument aucun. Les jeunes femmes étaient offertes aux guerriers comme des trophées, des récompenses pour des raids victorieux. On attendait d'elles qu'elles remplissent tous les devoirs d'une épouse, chaque devoir, domestique et autres. Toute résistance était accueillie par la violence, jusqu'à ce que la volonté de se battre soit anéantie. Certaines femmes ont fini par accepter leur nouvelle vie, non par choix, mais parce que l'acceptation était la seule voie vers la survie. Cynthia Ann Parker fut capturée à l'âge de 9 ans lors du même raid qui emporta Rachel Plummer. L'attaque de Fort Parker, ce matin de mai 1836. Elle n'était qu'une enfant. Elle a vu sa famille se faire massacrer avant d'être emportée dans un monde dont elle ne comprenait rien. Mais Cynthia Ann n'a pas passé 21 mois en captivité comme Rachel. Elle y a passé 24 ans. Elle a grandi comme une Comanche, apprenant leur langue, leurs coutumes, leurs croyances. Elle épousa un chef de guerre nommé Peta Nokona,
eut 3 enfants avec lui, une fille nommée Topusana, qu'elle appelait Fleur de la Prairie, et 2 fils, dont l'un deviendrait le légendaire Quanah Parker, le dernier grand chef du peuple Comanche. De tous les témoignages, il ressort que Cynthia Ann aimait son mari, chérissait ses enfants et la vie qu'elle s'était construite. Lorsque les Texas Rangers l'ont finalement retrouvée en décembre 1860, elle ne voulait pas être sauvée. Elle s'est débattue contre eux, a hurlé le nom de son mari, a supplié pour rester avec sa famille. Ils l'ont emmenée de force. Son mari, Peter Nokona, fut tué durant le raid ou mourut peu après de ses blessures. Les récits divergent sur ce point. Ses fils se sont échappés et elle ne les a jamais revus. Seule sa fille en bas âge, Fleur de la Prairie, l'a accompagnée dans sa captivité. Car c'est ce que ce fut pour Cynthia Ann. Ce sauvetage fut une seconde captivité. Elle a passé les 10 dernières années de sa vie à tenter de s'échapper pour retourner chez les Comanches, retrouver ses fils, retrouver tout ce qu'elle connaissait. Elle n'a jamais réussi. Elle était constamment surveillée, gardée par des membres de sa famille qui pensaient l'aider. Elle est morte en 1870, le cœur brisé. Certains historiens pensent qu'elle aurait simplement cessé de s'alimenter après la mort de Fleur de la Prairie, emportée par la grippe. Qu'elle se serait intentionnellement laissée mourir de faim, qu'elle a choisi la mort plutôt qu'une vie parmi des gens qui lui étaient désormais devenus des étrangers. On l'avait arrachée à la seule famille dont elle se souvenait, et cela l'a anéantie. Peut-être que rien ne révèle mieux la brutalité de la captivité à la frontière que ce qui arrivait aux... James, le fils de 2 ans de Rachel Plummer, lui fut arraché des bras durant le raid sur Fort Parker. Elle ne le revit jamais pendant sa captivité, mais c'est le destin de son 2e enfant qui hante l'histoire. Rachel a donné naissance à un fils 6 mois après le début de sa captivité. Pendant 6 semaines, elle s'en est occupée du mieux qu'elle pouvait. Puis les guerriers ont décidé que le nouveau-né ralentissait son travail. Elle est de décharnée, couverte de cicatrices. Ses yeux portaient une lueur qui n'était pas là auparavant, une ombre indélébile. Elle a écrit ses mémoires, l'un des premiers récits de captivité publiés au Texas. Elle tomba de nouveau enceinte et donna naissance à un fils en bonne santé. Elle mourut 2 mois plus tard. Son corps, tout simplement, a lâché. Son fils, James, l'enfant de 2 ans qui lui avait été arraché, fut finalement racheté et rendu à sa famille en 1842. Il avait 8 ans. Il avait passé 6 années parmi les Comanches, assez longtemps pour avoir complètement oublié sa famille de naissance. Olive Ottman fut libéré après 5 ans passés avec la tribu Morave. Contrairement à son traitement brutal par les Yavapai, son temps avec les Morave avait été plus complexe. Il l'avait adoptée, lui avait donné une terre à cultiver, lui avait tatoué le visage de leur marque sacrée. Mais elle restait une captive. Elle ne pouvait pas partir. Quand elle est finalement entrée à Fort Yuma en 1856, elle pesait à peine 80 livres et peinait à retrouver les mots de la langue anglaise. Les mots lui venaient lentement, douloureusement, comme traduits d'une autre langue. Et sur son menton, 5 lignes bleues indélébiles annonçaient à quiconque croisait son regard qu'elle avait été marquée à jamais par un autre monde. Olive devint une célébrité, enchaînant les conférences, publiant un livre et devenant un symbole de la survie à la frontière. Elle épousa un éleveur de bétail, mena une vie discrète au Texas pendant des décennies, mais ne redevint jamais vraiment celle qu'elle avait été auparavant. Son mari aurait passé des années à traquer et brûler chaque exemplaire de ses mémoires qu'il pouvait trouver, tentant désespérément de lui offrir une paix qu'un passé tenace lui refusait. Jusqu'au jour de sa mort, elle conserva sur une étagère un bocal rempli de graines de mesquite du Morave. Un infime rappel d'une existence qu'elle ne pourrait jamais totalement abandonner. Dans les années 1870, les historiens estiment qu'au moins 30% des populations Comanches, Kiowa et Apache avaient des ancêtres captifs. La frontière entre le colon et l'autochtone était bien plus floue que les Américains du 19e siècle ne voulaient l'admettre, bien plus complexe que les récits simplistes opposant civilisation et sauvagerie que les journaux adoraient publier. Certains captifs furent complètement assimilés. Ils apprirent la langue à la perfection, adoptèrent toutes les coutumes, épousèrent des guerriers et eurent des enfants qui grandirent comme des membres à part entière de la tribu, sans aucun souvenir d'une autre vie. Lorsque les expéditions de sauvetage les retrouvèrent enfin, quand leurs familles parcoururent des centaines de kilomètres pour les ramener, ils refusèrent de partir. Ils étaient devenus quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre ne voulait plus faire marche arrière. D'autres endurèrent des années d'horreur et en ressortirent comme des coquilles vides, hantés par le fantôme de ce qu'elles avaient été. Des blessés à l'âme, qui ne pourraient jamais vraiment guérir, qui sursautaient au moindre mouvement brusque, se réveillaient en hurlant de cauchemars des décennies après leur libération, et qui ne purent jamais expliquer à leurs proches ce qui s'était réellement passé, car les mots pour le dire n'existaient tout simplement pas. Et des milliers d'autres disparurent tout simplement, enlevés lors de raids et jamais revus. Aucune mémoire pour raconter leur histoire, aucun témoignage pour préserver leur souffrance.
aucune tombe sur laquelle leur famille pourrait se recueillir. Juste des noms sur de vieux documents, des entrées dans des registres délavés, et des familles qui passèrent le reste de leur vie à se demander, à espérer, à prier pour des nouvelles qui ne vinrent jamais. La frontière n'était pas un lieu de héros et de méchants. Ce n'était pas l'aventure romantique dépeinte dans les romans à 4 sous. C'était un lieu de survie. Une survie brutale, sanglante et sans compromis, où chaque camp a commis des actes qui entraient ces terres pour des générations. Les femmes qui survécurent à la captivité portèrent à jamais le poids de leurs expériences dans leurs cicatrices, dans leur silence, dans ces choses qu'elles ne pouvaient se résoudre à écrire, même dans leur propre mémoire, même des années plus tard, même dans la sécurité de leur foyer. Rachel Plamar écrivit que certaines choses étaient trop terribles pour être décrites, que certains souvenirs étaient trop douloureux pour être mis en mots. Le visage dévasté de Matilda Lockhart parlait plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Le tatouage bleu d'Olive Oatman annonçait son histoire à quiconque la croisait, pour le reste de sa vie. Une marque indélébile, un rappel permanent, une histoire gravée à jamais sur sa peau. Elles ont survécu à ce qui ne devrait pas être survivable. Elles ont enduré ce qui ne devrait pas être endurable. Elles ont vécu là où tant d'autres sont mortes. Et elles ont laissé derrière elles des témoignages qui nous forcent à nous souvenir de ce qu'était réellement la frontière américaine. Pas une aventure, pas une histoire de triomphe, mais un cauchemar qui a duré des générations. L'histoire qualifie ces femmes de victimes, et elles l'étaient, chacune d'entre elles. Mais elles étaient aussi quelque chose de plus. Elles étaient des survivantes. Elles étaient des témoins. Elles sont celles qui sont revenues pour nous raconter ce qui s'est passé dans des lieux où personne d'autre ne pouvait voir, dans des lieux que le reste de l'Amérique préférait oublier. Leur histoire compte. Leur souffrance compte. Leur courage compte. Car si nous les oublions, nous oublions la vérité sur qui nous étions et sur qui nous sommes. Si vous désirez plus d'histoires que les autres refusent de vous raconter, veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous ne regardons pas